Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on parlera de la décision CNews du 13 février dernier et on se demandera si la liberté d'expression est menacée. Ce sera dans quelques instants avec Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. On évoquera ensuite le cas d'un salarié licencié pour avoir refusé d'intégrer les valeurs fun et pro de l'entreprise. On en parlera avec Olivier Bongrand, associé d'OBP Avocat. Et enfin, on parlera de la réparation des préjudices concurrentiels avec Muriel Chany, professeur de droit. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la liberté d'expression. Est-elle menacée avec Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du GGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la décision CNews a défrayé la chronique le 13 février dernier. Le Conseil d'État a notamment estimé que le contrôle du pluralisme s'applique à tous les participants d'un programme, que ce soit les chroniqueurs, les animateurs ou les invités. On va parler dans quelques instants de cette décision, mais avant, de quoi parle-t-on quand on parle du pluralisme de l'information ? On se retrouve dans une période d'attribution des fréquences TNT. Ça, c'est le moment où la décision est rendue. Antérieurement, à l'époque de la saisine du Conseil d'État, l'association Reporters sans frontières avait demandé à l'Arcom d'intervenir vis-à-vis de CNews en émettant une mise en demeure sur un certain nombre de points qui étaient reprochés par Reporters sans frontières à CNews. Et l'Arcom, le CSA antérieurement devenu l'Arcom, ne s'était pas rallié à la demande de Reporters sans frontières en suivant la doctrine finalement de l'époque, d'une époque de plus longue date depuis que ces lois ont été élaborées. Et donc on va le voir ultérieurement, mais donc en réalité le contexte c'était que dans la décision un certain nombre de choses étaient reprochées, dont le manque d'indépendance et le manque de pluralisme, et d'autres points qui n'ont pas forcément été retenus. L'Arcom a suivi la doctrine de l'époque, c'est-à-dire le fait de considérer que le pluralisme était évalué par rapport au nombre de personnalités politiques qui étaient invitées. Donc là-dessus, on a une mise en demeure de Reporters sans frontières, l'Arcom qui ne suit pas, le Conseil d'État qui est saisi, et la décision qui finalement est rendue dans un moment assez spectaculaire, puisque c'est précisément la semaine des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale qui, le 29 février, a reçu des personnalités du groupe qui était au premier chef visé, et avant l'attribution des fréquences qui instaure un climat justement de grande intensité autour de cette décision. Quel est le cadre juridique du pluralisme de l'information ? Alors le cadre juridique, il faut repartir toujours de la Constitution, parce que c'est pas un cadre juridique qu'on va changer en faisant des projets de loi tous les 6 mois pour aménager des points de fonctionnement. C'est l'article 34 de la Constitution, qui est un article fondateur très important, qui rappelle les droits civiques, les garanties fondamentales, et notamment la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Cet article 34 de la Constitution, qui est gravé dans le marbre, s'inspire lui-même et il suit aussi l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. À partir de là, une loi qu'on appelle souvent la loi Léotard, le 30 septembre 1986, a décliné les détails de la façon dont fonctionne actuellement la régulation des médias. Cette loi a été revue en 2016 pour protéger ce caractère pluraliste. Donc on va expliquer ensuite exactement ce qu'est ce caractère pluraliste, avec un certain nombre d'articles qui font débat aujourd'hui, parce que aussi l'audiovisuel a changé. Puis il y avait une doctrine des autorités, une doctrine de l'Arcom, des décisions du Conseil d'État, et ce corpus législatif, évidemment aussi renforcé par les conventions des chaînes, qui sont une autre source que les chaînes et les intéressés doivent suivre, puisque on se rappelle
que les organismes de télédiffusion concluent des conventions avec l'Arcom, a fortiori lorsqu'ils sont attributaires de fréquences hertziennes. Donc, ils ont un certain nombre d'obligations à respecter. Ils ont des obligations qu'ils ont contractuellement sanctuarisées. Mais tout cela découle à l'origine de l'article 34 de la Constitution. Et le non-respect de ces obligations peut amener des sanctions de l'Arcom. Tout à fait. Il y a tout un panel de sanctions de l'Arcom. Depuis, effectivement, la mise en demeure jusqu'à des sanctions beaucoup plus graves, sachant qu'un fait qui a été sanctionné une fois ne va pas être de nouveau repris en compte si des sanctions ultérieures doivent intervenir à nouveau. Alors revenons sur la décision du Conseil d'État du 13 février dernier sur l'affaire CNews. Quel est son apport, notamment s'agissant des obligations et du respect du pluralisme pour les chaînes télé? Alors tout d'abord, cette décision, elle est applicable à tous. Donc on l'appelle on peut l'appeler rapidement pour l'identifier, la décision CNews, mais c'est en réalité une décision qui est applicable à tous. L'association Reporters sans frontières avait élaboré un travail pour identifier des zones qui étaient en risque. Et 2 de leurs arguments de poids ont été retenus. Le premier argument, la question du pluralisme. Pourquoi ? Parce que il y a une façon de calculer le pluralisme qui était jusqu'ici pratiquée dans le paysage audiovisuel que nous connaissions tous, qui était de décompter le temps de parole des personnalités politiques. C'était facile parce que c'était identifié, exactement, tel parti et tel temps de parole. Exactement, et puis ça peut se quantifier. Les chaînes peuvent avoir un comité pour suivre ça. Elles vont envoyer à l'Arcom des temps qu'elles vont pouvoir égaliser si, par exemple, un parti est déficitaire, elles vont pouvoir réorganiser un rééquilibrage. Et l'Arcom peut s'en servir aussi pour informer les parlementaires. Mais dans cette loi de 86, il y a un article 13 qui a fait la bascule, parce que cet article, il a 2 alinéas. Un alinéa qui dit que le pluralisme doit être protégé, et un autre alinéa qui dit que le temps de parole des personnalités politiques, justement, doit être pris en compte pour le calcul du prix. Et le Conseil d'État a dit finalement, mais voilà, on a 2 articles, enfin on a 2 alinéas, on a 2 idées, et on a aujourd'hui finalement un pluralisme sur lequel nous décidons, et il suit son rapporteur public, nous décidons que l'ensemble des chroniqueurs ou personnes qui débattent reflètent une coloration. Alors ce n'est pas une décision contre CNews, ce n'est pas une décision qui critique CNews, c'est une décision qui constate que désormais, pour toutes les chaînes, le contrôle va se faire de manière plus étendue, et ça touchera tout le monde. Alors, ça veut dire que les conséquences sont extrêmement importantes, oui. Parce que comment s'assurer de dire l'opinion d'un tel, c'est ça, l'opinion de tel invité, c'est celle-là. C'est difficile de classer les gens dans des catégories. Il y a beaucoup de problèmes qui aujourd'hui doivent être résolus et sur lesquels des recherches doivent aboutir et doivent être faites. Comment, par exemple, contrôler l'accès à certains médias par des personnes qui sont mineures ou autres, etc. Il faut trouver des solutions techniques. Et là, c'est la même chose. Il faut trouver une solution technique. Des chaînes et des entreprises travaillent déjà sur la question. Bien entendu, des outils d'intelligence artificielle pourront être sollicités. Il faudra le faire prudemment, efficacement, et l'Arcom peut-être aura besoin d'avoir des moyens renforcés pour ce faire, mais de toute façon, comme plusieurs juristes intervenant dans le dossier l'ont indiqué, si il faut le faire, ce n'est pas parce que c'est difficile à faire techniquement que ça ne doit pas être fait. En tout cas, le Conseil d'État a considéré, en suivant son rapporteur public, que l'Arcom avait désormais davantage de pouvoir, qu'il faudra trouver des solutions pour que les chaînes déploient cette prérogative de rendre compte par rapport au temps de parole de l'ensemble des personnalités. Et ça va être la situation qui s'applique à tout le monde. Et en second lieu, l'autre question, c'était la question de l'indépendance. Sur l'indépendance, qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà, ils disent, on aurait pu se demander si, pour démontrer un manque d'indépendance, on prend des exemples précis. Mais le Conseil d'État n'a pas raisonné comme ça. Il a considéré que pour constater une indépendance ou des défauts d'indépendance, on pouvait
prendre en compte la totalité de l'organisation de la chaîne. Donc, c'est-à-dire que pour se plaindre d'un défaut d'indépendance, eh bien, on n'avait pas à prouver que dans une émission il s'était passé un incident, mais on devait étudier et prendre en considération l'ensemble de l'organisation. Donc ça, ce sont les deux apports de cette décision qui, encore une fois, demande à l'Arcom de reconsidérer son refus de mettre en demeure. Mais le Conseil d'État, pour autant, n'a pas pris de décision sur le fond. Il a simplement édicté comment aujourd'hui il fallait interpréter cette loi et appliquer ce principe de pluralisme. Dans ces conditions, on a l'impression qu'une chaîne d'opinion ne peut pas exister. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'une chaîne d'opinion peut exister à la télévision? Alors, moi, je pense qu'une chaîne d'opinion sur la TNT n'est pas conforme à la régulation de l'audiovisuel. On a déjà eu un cas de radio d'opinion dans la jurisprudence qui concernait Radio Courtoisie. Et il avait été décidé à cette époque qu'il pouvait y avoir des radios d'opinion. Pourquoi? Parce qu'une radio qui est créée pour remplir une certaine fonction dans son mode d'expression, elle n'a peut-être pas de pluralisme interne, mais elle se situe dans un pluralisme qu'on appelle externe, c'est-à-dire qu'elle va être compensée par d'autres radios. Mais ça, c'est un raisonnement qu'a priori, on considère qu'on ne peut plus tenir par rapport à la TNT à cause de la rareté de la ressource hertzienne. Donc, en pleine période, effectivement, d'attribution des fréquences, on s'aperçoit que l'attribution des fréquences de TNT, c'est très précieux, c'est public, et c'est la raison pour laquelle, légalement, ça conduit à considérer que lorsqu'on attribue des fréquences avec tout le corpus législatif que je viens de décrire, eh bien, en étant attributaire d'un bien public d'une telle importance, la télévision doit s'abstenir, en tout cas, d'être une télévision d'opinion, ce que d'ailleurs, dans le cas de CNews, ils estiment ne pas être. Et je dirais que, de mon point de vue, ça ne porte pas du tout atteinte à la liberté d'expression, parce qu'on ne dicte pas aux médias ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. On leur dit simplement que lorsqu'une partie de l'opinion publique, de l'opinion s'est exprimée, bah, les autres parties doivent s'exprimer aussi. C'est tout ce qui est indiqué, et je pense que c'est inexact d'en conclure que la liberté d'expression est menacée. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Licencié pour refus d'avoir intégré les valeurs d'une société fun et pro, on va en parler avec Olivier Bongrand, associé d'OBP Avocat, qui a défendu le salarié, donc qui a été licencié pour ne pas avoir respecté les valeurs de l'entreprise fun et pro. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler les faits de cette décision? Alors, les faits sont les suivants. Un salarié d'une société de conseil a été licencié en 2015 pour différents motifs, et notamment celui d'insuffisance professionnelle. Alors, pourquoi on parlait de valeurs fun et pro? Alors, le licenciement pour insuffisance professionnelle qui lui était reproché reposait, selon l'employeur, sur un certain nombre de griefs qui étaient visés dans la lettre de rupture. On lui reprochait notamment son désalignement culturel, sachant que ce désalignement culturel lui-même reposait sur un défaut d'adhésion aux valeurs fun and pro de l'entreprise. Qu'a décidé la Cour d'appel? Alors, donc cette affaire, en fait, a eu plusieurs étapes judiciaires, puisqu'en fait, dans un premier temps, la Cour d'appel de Paris avait validé le licenciement pour insuffisance professionnelle, considérant en fait que même si on ne pouvait pas reprocher aux salariés de ne pas avoir adhéré aux valeurs fun and pro, il se trouve que le salarié, néanmoins, avait commis, selon la Cour, des manquements qui justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc, pourvoi en cassation. En novembre 2022, la Cour de cassation a censuré cet arrêt de Cour d'appel, considérant que l'atteinte, en fait, à la liberté d'expression et d'opinion, avec le reproche tenant au défaut d'adhésion à la valeur fun and pro, caractérisait une violation d'une liberté fondamentale. Alors après, c'est la théorie, ce qu'on appelle la théorie de l'effet contaminant. Dès lors que le motif du licenciement touche à une liberté fondamentale, cela irradie l'intégralité des motifs de rupture qui figurent dans la lettre de licenciement, de sorte que la juridiction n'est pas ensuite tenue ni d'analyser, ni de répondre aux différents autres motifs qui figurent dans la lettre.
Donc la Cour d'appel avait en fait déjà balisé, la Cour de cassation avait déjà balisé ce que la Cour d'appel de renvoi était censée juger en orientant le motif de la rupture, en faisant valoir que ça entachait une liberté fondamentale et que c'était susceptible d'encourir la nullité du licenciement. Alors pourquoi vous avez demandé la réintégration du salarié? Alors, la réintégration du salarié formulée par mon client était pour lui, je dirais, la seule de nature à réparer véritablement le préjudice qu'il subissait. Elle permettait également de rétablir son honneur vis-à-vis de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour d'appel de renvoi, dans sa décision finalement du 30 janvier 2024, vient cette fois prononcer cette nullité et cette réintégration. Le fondement n'est pas tout à fait le même. Alors, cet arrêt se fonde néanmoins sur la violation de la liberté d'expression du salarié, mais non pas au regard des valeurs fun and pro qui étaient reprochées, le désalignement culturel, mais se fonde cette fois sur un lien avec une dénonciation de faits au titre du harcèlement moral. C'est-à-dire que le salarié avait écrit quelques jours avant même d'être convoqué à un entretien préalable pour se plaindre justement d'une situation de harcèlement. Et la Cour d'appel de renvoi va donc fonder la nullité du licenciement sur cette plainte au titre du harcèlement et l'enclenchement immédiat de la procédure de licenciement. Vous savez que le principe, il est que en fait, on ne peut pas être licencié en raison de son refus de subir des agissements constitutifs de harcèlement. La Cour voit dans ce courrier le déclenchement quasi immédiat de la procédure de licenciement, un lien, d'autant que la lettre de rupture lui reproche également son courrier et la nature des explications qu'il fournit pour se plaindre du harcèlement moral. Quelle leçon peut-on tirer de cette décision ? Alors, cette décision est intéressante au sens où, sur le fondement également de la liberté d'expression, un salarié qui va se plaindre d'agissements constitutifs de harcèlement, l'employeur ne peut pas lui reprocher évidemment ses propos. C'est à la fois du bon sens, mais cette décision est aussi intéressante sur le terrain de la question de l'adhésion aux valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'un employeur peut valablement reprocher à un salarié son opinion, c'est-à-dire adhérer à des valeurs ? À la limite, que les valeurs soient bonnes ou mauvaises, je pense, et je suis même persuadé, qu'un employeur ne peut pas reprocher à un salarié la question de ses valeurs, ses propres valeurs. Alors là, ces valeurs étaient un petit peu expliquées par l'employeur comme étant un marqueur identitaire. C'était presque un outil un peu marketing vis-à-vis des clients, puisque ces valeurs fun and pro étaient destinées, selon l'employeur, à, dans le cadre de ses formations en conseil, à, je dirais, exploiter sur le terrain marketing cette différenciation vis-à-vis des autres sociétés de conseil. Là où le bât blesse, c'est lorsque cela vient évidemment sur la sphère privée du salarié, c'est-à-dire y compris en interne, l'adhésion aux valeurs ne peut pas être un point et un motif de discorde et ne peut même pas être reproché, à mon sens, auprès du salarié. Donc la question de l'adhésion aux valeurs, en fait, a fait beaucoup parler parce qu'elle a aussi choqué de manière plus générale et plus large encore, avec une audience véritablement très importante. Beaucoup de personnes se sont vues et se sont reconnues, notamment sur ces questions où les entreprises sont amenées à imposer un certain nombre de valeurs, une façon de culture d'entreprise. Exactement, une culture d'entreprise. Tout à fait. Et justement, sur cette notion de culture d'entreprise et sur les licenciements qui ont été prononcés, est-ce que vous avez constaté une évolution de la jurisprudence, des tendances ? Alors, il n'y a pas énormément de décisions, il faut le reconnaître, qui sont rendues sur ce terrain. Il y a très peu de décisions qui viennent censurer la question, un problème d'adhésion à des valeurs. Il y en a quelques-unes. C'est aussi à rapprocher de ce que l'employeur en fait comme contenu. Là, en l'espèce, on avait plusieurs éléments quand même dans l'adhésion aux valeurs. Il y avait la question de l'alcoolisation avec dépôt de fin de semaine, ce qu'on pourrait presque qualifier également vous voyez, les team building. Donc ça, c'est des sujets très d'actualité aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises vont communiquer sur le bien-être au travail, cette ambiance un petit peu de groupe. Cet arrêt est intéressant. Alors, pas le dernier arrêt parce que la Cour d'appel va pas se prononcer sur ce point. Mais l'arrêt de la Cour de cassation rendu en novembre 2022, lui est très intéressant parce qu'elle vient rappeler
que l'entreprise ne peut pas, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, dans le cadre de son pouvoir organisationnel, dans le cadre du lien de subordination, imposer aux salariés des éléments qui relèvent de la vie privée du salarié, de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses. Et c'est en ce sens qu'effectivement que cet arrêt est intéressant. Après, sur le terrain de l'évolution jurisprudentielle, je pense que même si c'est du bon sens, c'est important que des décisions de ce type viennent rappeler un peu le cadre possible pour un employeur et pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la réparation des préjudices concurrentiels avec Muriel Chagny, professeure de droit. Muriel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle réparation des préjudices concurrentiels ? Bien écoutez, tout simplement, les préjudices concurrentiels correspondent à une variété de préjudices économiques qui trouvent leur origine dans une violation d'une règle de concurrence. Il peut s'agir d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Il peut s'agir de pratiques restrictives comme par exemple la rupture brutale de relations commerciales établies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attention se porte surtout sur les pratiques anticoncurrentielles en lien avec les impératifs d'attractivité de la place juridique française. Pratiques concurrentielles qui présentent certaines spécificités, une très importante place laissée aux considérations économiques et puis également une empreinte très forte du droit de l'Union européenne. Comment évaluer le préjudice économique ? Alors, vaste question. D'abord, permettez-moi de vous dire que pour que la question se pose, il faut qu'en amont, la victime ait permis et réussi à convaincre du principe de son droit à réparation. Et ça n'est pas toujours une mince affaire, ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors ensuite, du point de vue méthodologique, eh bien, finalement, le mécanisme est toujours le même. Il s'agit de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Ça a l'air très simple comme ça. Finalement, c'est faire, comme aurait dit Carbonnier, comme si le dommage n'avait été qu'un rêve ou un cauchemar. Ça, c'est le principe. Mais là où la difficulté va se présenter, c'est que ça suppose de reconstituer pour cela une histoire qui ne s'est pas produite, un scénario qui ne peut pas être observé, puisque par définition, il s'agit de procéder à une recherche au conditionnel passé. Comment fait-on alors ? Alors, précisément, il faut avoir des données suffisamment précises, suffisamment fiables, et puis il y a évidemment une technicité assez forte. Alors, comment fait-on ? D'abord, il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut faire preuve de pragmatisme pour pouvoir surmonter ces difficultés d'évaluation qui sont bien réelles. Et pour cela, eh bien, il faut d'abord admettre qu'on ne peut finalement qu'approcher le montant du préjudice et non pas trouver une valeur parfaite. Et puis, il faut dans certains cas laisser place à une forme d'estimation judiciaire. Alors parfois, la jurisprudence, et ça a été le cas avec un récent arrêt Cristal de Paris dont on a beaucoup parlé, eh bien, la jurisprudence a fait preuve d'innovation, puisque dans cet arrêt qui concerne la concurrence déloyale, elle a admis, de façon assez révolutionnaire, que l'on tourne le regard non pas vers la victime pour évaluer son préjudice, mais vers l'auteur des actes de concurrence déloyale. Et donc, c'est à partir de l'avantage indu que s'est procuré l'auteur des actes de concurrence déloyale qu'on a pu évaluer le préjudice. Et puis, évidemment, il y a aussi, sur le comment fait-on, on ne peut pas ne pas parler de l'appui que l'on peut trouver dans l'expertise privée à la demande d'une partie et ou expertise judiciaire ordonnée par le juge. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite, Arnaud, à aller voir les fiches méthodologiques pratiques qui ont été mises en ligne tout récemment sur le site de la Cour d'appel de Paris et qui sont précisément consacrées à toutes ces difficultés. Avec plaisir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'innovation jurisprudentielle. Oui. Comment la jurisprudence a-t-elle façonné la réparation des préjudices concurrentiels ? Alors, très vaste question. Donc d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'en matière de pratique anticoncurrentielle, la Cour de justice a eu une contribution absolument majeure à travers des grands arrêts fondateurs. Ça, c'est un premier point. Et cette contribution, d'ailleurs, n'a pas cessé avec l'adoption de la directive dommage. On aurait pu se dire, eh bien,
la jurisprudence n'est plus utile, bien au contraire, si j'ose dire. Ça, c'est côté Cour de justice, mais à cela, évidemment, et en dehors des règles spécifiques donc aux pratiques anticoncurrentielles, c'est vrai que la réparation des préjudices concurrentiels, elle est, si j'ose dire, quasiment intégralement l'œuvre de la jurisprudence sur le fondement du droit commun. Donc, vous voyez, finalement, sur le fondement de notre bon vieux Code civil de 1804, parce que en matière de responsabilité civile, les règles n'ont pas changé, il faut le dire. On attend toujours la réforme du droit de la responsabilité civile qui devient un peu une arlésienne. Alors, de ce point de vue-là, j'ai déjà évoqué Cristal de Paris, mais il me semble qu'on peut encore prendre peut-être une illustration. En particulier, il me semble important de souligner le rôle moteur qu'a la Cour de cassation à la Chambre commerciale sous l'impulsion de son président de manière récente, parce que il y a manifestement une accentuation de la motivation attendue des juges du fond et du contrôle exercé par la Cour de cassation. Et ça, c'est vraiment nouveau. On peut en prendre un exemple. C'est un arrêt qui concerne la rupture brutale, un arrêt récent de juin dernier, dans lequel la Cour de cassation indique très clairement à destination des juges du fond comment évaluer le préjudice en la matière. Quels sont les principaux défis rencontrés par les victimes de préjudices concurrentiels ? Alors le premier défi, c'est d'agir en réparation. Alors ça peut paraître surprenant, mais le problème, c'est que quand vous êtes victime d'un dommage de faible montant, il y a un risque que le jeu n'envahisse pas la chandelle, comme on dit. Donc ça, c'est le premier défi. Et puis, une fois qu'on se décide d'agir, il y a une autre difficulté, un obstacle qui peut être radical parfois. C'est celui de la prescription. Parce que dans des affaires qui ont pris du temps jusqu'alors, notamment quand une décision d'une autorité de concurrence est intervenue, il y a un risque que la prescription est jouée. Mais le défi qui est le plus important, s'il fallait n'en citer qu'un, c'est la preuve. C'est la preuve parce que la victime, pour obtenir satisfaction, doit démontrer les conditions d'engagement de la responsabilité civile. Et la charge de la preuve est particulièrement difficile en ce qui concerne le lien de causalité. On dit souvent que c'est le talon d'Achille de la responsabilité civile. Donc ça, c'est vraiment pour moi le défi majeur. Et il est d'autant plus difficile à surmonter que l'administration de la preuve peut se trouver compliquée lorsque les pièces sont en possession de tiers et qu'on va vous opposer évidemment le secret des affaires. Alors, faisons une sorte de bilan sur cette question. Quels sont les progrès qui ont été réalisés en France ? Vous avez parlé tout à l'heure d'innovation jurisprudentielle, de la trace faite par la Cour de cassation notamment. Quel bilan peut-on faire ? Alors, les progrès, en fait, certains découlent directement de la transposition de la directive dommages, et notamment, par exemple, l'introduction de présomptions qui facilitent la tâche probatoire de la victime. Ça, c'est un progrès majeur. Ensuite, il y a des progrès dont j'ai déjà parlé, effectivement, qui trouvent leur origine dans l'action de la jurisprudence. Mais je crois qu'il est aussi important en cette matière d'évoquer d'autres progrès en termes de savoir-faire et de faire savoir. Et ça, c'est tout à fait essentiel, on l'oublie trop souvent. Du côté du savoir-faire, j'ai déjà évoqué les fiches méthodologiques de la Cour d'appel de Paris, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est destiné à faciliter la tâche des praticiens. Il s'agit de leur donner des indications méthodologiques, de leur donner des indications de bonnes pratiques. Et donc, je pense que c'est un outil très précieux à destination des praticiens. Je me permets d'indiquer à cet égard que donc, la 3e édition vient tout juste d'être publiée et que ces fiches ont vocation à être enrichies au fil du temps. Donc, la 3e édition est plus riche que la précédente. Elle comporte un glossaire, parce que l'idée est d'essayer d'unifier le vocabulaire. Et puis, elle sera, ça, c'est aussi une innovation, elle sera traduite, cette dernière édition, en anglais, de façon précisément à faire aussi savoir. Et au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Et donc, justement, le faire savoir est absolument essentiel pour précisément mettre en avant les atouts dont nous disposons en France, parce qu'on a parfois un peu trop tendance à faire du French bashing. Et donc, en la matière, il faut plutôt se mobiliser pour faire savoir qu'on peut aussi faire bien et progresser, bien sûr. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas manquer de citer peut-être les entretiens de la concurrence, parce que c'est quelque chose qui a été créé il y a assez longtemps, une dizaine d'années maintenant, à l'initiative de Franck Gentin au tribunal de commerce de Paris, ou encore, je pourrais citer l'initiative que tout le monde connaît, prise par Paris Place de Droit, et notamment sur ces sujets,
la commission attractivité et la commission justice économique. Alors, vous citez un certain nombre d'initiatives. Est-ce que pour le futur, il y a des nouveautés à venir, d'autres initiatives? Alors, des nouveautés à venir. D'abord, sur le plan du droit, il y a de nouvelles questions qui vont se poser dès maintenant en lien avec des nouveaux faits générateurs de responsabilité possibles. Je pense en particulier au DMA, puisque depuis le 7 mars, donc là on ne peut pas faire plus frais, les contrôleurs d'accès désignés par la Commission européenne sont tenus de respecter un certain nombre de prescriptions. Et donc, s'ils ne le font D'autres termes, pas, les GAFAM sont absolument. tenus de respecter un certain nombre d'obligations. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est l'idée, effectivement. Et donc, s'ils ne le font pas, eh bien, il est tout à fait possible à quelqu'un qui voudrait s'en plaindre de saisir le tribunal de commerce de Paris pour demander réparation du préjudice. Donc voilà une illustration. J'aurais pu aussi citer la question de la compliance et de la montée en puissance des obligations tenant à la RSE des entreprises. Donc là, des nouvelles questions et donc des nouvelles réponses à attendre. Vous aurez compris que je ne dirai rien des législations possibles à venir, puisque cela fait tellement longtemps qu'on attend la réforme de la responsabilité civile que je n'ose plus du tout l'évoquer. En revanche, du point de vue de la pratique judiciaire, eh bien, je crois qu'il faut suivre avec intérêt les avancées réalisées qui ont été initiées en ce qui concerne la césure du procès et donc la possibilité que le juge, le tribunal, statue dans un premier temps seulement sur le principe de la responsabilité civile. Et c'est d'autant plus intéressant que cela peut être relié aussi avec les développements en matière d'amiable. Donc à suivre, parce que je pense qu'on a de beaux développements à voir. Enfin, peut-être un dernier mot, puisque vous avez compris que je suis sensible aux questions de communication et puis que j'ai oublié de signaler effectivement peut-être certaines initiatives de l'AFEC dont je suis présidente. Eh bien, l'année 2024 sera celle du 10e anniversaire de la directive dommages. Et donc, dès à présent, je vous donne rendez-vous, Arnaud, le 5 décembre prochain pour fêter comme il se doit cet anniversaire à Paris. Bien, rendez-vous est pris, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission sur For Change.